Bonjour, je suis François Delobier. Bienvenue sur Bref de compte, le site des comptes et nouvelles de comptabilité. Le thème du jour traite de la technique comptable. Cette séquence s'articulera en 3 items. Le premier traitera des dispositions comptables, c'est-à-dire de l'environnement qui sous-tend la production des comptes. Le deuxième traitera de l'organisation comptable, en précisant le vocabulaire technique et le mécanisme des écritures comptables. Et le troisième proposera des schémas comptables types. Cette séquence, que nous terminerons par un point d'étape, s'inscrit dans la suite logique de celle traitant des états financiers sociaux. Premier item, les dispositions comptables. Le Code de commerce stipule que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit 1. Procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement selon les principes de la comptabilité d'engagement et de la partie double. Centralisés mensuellement sur le livre-journal et le grand livre. Il en résulte l'obligation de tenir certains livres, des écritures comptables, devant être appuyées de pièces justificatives. 2. Contrôler l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine par inventaire au moins une fois tous les 12 mois. Dans le langage courant, on restreint la notion d'inventaire au seul comptage des stocks, mais en réalité, cette notion concerne l'ensemble des actifs et passifs de l'entité. 3. Établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, au vu des enregistrements comptables et de cet inventaire. Il convient de noter que le Code de commerce prévoit des dispositions allégées pour les petits commerçants. Ces comptes annuels sont constitués d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe, dont l'objet est de compléter et commenter l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. Ils doivent être 1. Réguliers, c'est-à-dire conformes aux règles et procédures en vigueur, définies par la loi, la jurisprudence ou les instances professionnelles. 2. Sincères, par l'application de bonne foi des règles et procédures en fonction de la connaissance que les responsables des comptes doivent normalement avoir de la réalité et de l'importance relative des opérations, événements et situations. 3. Donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Les informations transmises par l'intermédiaire de la comptabilité ne sont cependant pertinentes qu'à la seule condition que l'entreprise a utilisé des conceptions et des méthodes préalablement définies et acceptées par tous, sans en infléchir le contenu. La présentation des résultats issus de la comptabilité se fonde ainsi sur des conventions, dénommées principes comptables, dont le respect est un des éléments de la sincérité des comptes. La présentation, même succincte, de ces principes est un peu fastidieuse, mais néanmoins nécessaire car ils sous-tendent la technique comptable. 1. Principe de la continuité d'activité ou d'exploitation. Le Code de commerce précise que pour l'établissement des comptes annuels, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités. En conséquence, pour la détermination des valeurs d'inventaire, il convient de se placer dans la perspective d'une continuité d'exploitation et non d'une liquidation. La perspective d'une liquidation aurait un impact certain sur les valeurs actives et passives des postes du bilan, par la diminution de la valeur d'un actif dont on devrait réaliser la vente rapidement, ou bien par l'accroissement de passifs tels que des indemnités en matière sociale ou contractuelle. L'appréciation de la continuité d'exploitation peut résulter de facteurs externes, tels qu'une pandémie, ou internes, comme par exemple l'existence de pertes récurrentes. 2. Principe de spécialisation des exercices, ou d'autonomie ou d'indépendance des exercices. Ce principe est en relation directe avec celui de la continuité. Les différents utilisateurs de l'information comptable ont besoin d'informations périodiques. Il faut déterminer les résultats de la gestion passée de l'entreprise et prévoir les résultats futurs, ce qui conduit à découper la vie continue des entreprises en périodes ou exercices comptables d'une durée de 12 mois. Sont ainsi rattachés à l'exercice les produits et charges qui lui sont acquis par l'utilisation de comptes de régularisation, charges ou produits constatés d'avance, respectivement à l'actif et au passif du bilan. 3. Principe du nominalisme ou des coûts historiques ou de stabilité d'unités monétaires. À leur date d'entrée dans le patrimoine, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition. Dans certaines situations bien spécifiques, il est cependant possible de procéder à une réévaluation. 4. Principe de prudence.
Il doit être appliqué de façon à ne pas transférer sur des exercices futurs des incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'entreprise. Il permet d'éviter la publication de comptes caractérisés soit par des provisions excessives, garantissant des résultats futurs, soit à l'inverse par l'absence de provisions ou d'informations relatives à des opérations importantes et significatives. Il en résulte un traitement comptable asymétrique des charges et des produits. Un produit ne peut être comptabilisé que s'il est réalisé, alors qu'une charge doit être prise en compte dès lors que sa réalisation est probable, voire éventuelle. 5. Principe de permanence des méthodes ou de fixité. Les méthodes comptables, la structure du bilan et du compte de résultat retenu ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre, sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise, et dans des conditions prévues par un règlement de l'autorité des normes comptables. 6. Principe de non-compensation. Les éléments d'actifs et de passifs doivent être évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actifs et de passifs du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat. 7. Principe d'importance relative, dit de matérialité. La régularité et la sincérité s'apprécient par rapport à la traduction de la connaissance que les dirigeants ont de la réalité et de l'importance relative des événements susceptibles d'influencer les comptes de l'exercice. Une information est significative lorsqu'il s'agit d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des états financiers de l'entreprise. 8. Principe de bonne information. Au-delà de la conformité aux règles et aux principes, le problème essentiel est d'apporter aux différents utilisateurs des documents financiers une information satisfaisante, c'est-à-dire une information suffisante et significative pour les comprendre. 9. Principe d'intangibilité du bilan d'ouverture. Ce bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture avant répartition de l'exercice précédent. 2 autres principes comptables existent qui concernent les comptes consolidés. Il s'agit du principe de rattachement des charges au produit et du principe de prédominance de la substance sur l'apparence. Après avoir précisé le champ immatériel qui sous-tend la production des comptes, arrêtons-nous un instant sur un point qui en conditionne la qualité, le contrôle interne. Par le traitement d'un grand nombre d'informations internes et externes, la comptabilité a une dimension matérielle essentielle. Elle synthétise en effet une série d'enregistrements qui représentent au jour le jour des opérations multiples, d'origine interne ou externe à l'entité. Pour obtenir une comptabilité fiable, il convient de tenir compte de cette problématique et mettre en place une organisation qui permette 1. La saisie complète, l'enregistrement chronologique et la conservation des données de base. 2. La disponibilité des informations élémentaires et l'établissement en temps opportun d'états dont la production est prévue ou requise. 3. Le contrôle de l'exactitude des données et des procédures de traitement. La comptabilité doit aussi être organisée et tenue de telle façon qu'à tout moment, toute personne habilitée puisse vérifier si le système comptable est pertinent et sûr. C'est l'une des composantes majeures du contrôle interne. Ce contrôle interne est un processus mis en œuvre par le conseil d'administration, les dirigeants et le personnel d'une organisation destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants. Réalisation et optimisation des opérations, fiabilité du reporting financier et non financier, interne et externe, conformité aux lois et aux réglementations en vigueur. Il s'agit en fait de mettre en place un ensemble de politiques et procédures en vue d'assurer la gestion rigoureuse et efficace des activités. Ces procédures impliquent le respect des politiques de gestion, la sauvegarde des actifs, la prévention et la détection des irrégularités et inexactitudes, l'exactitude et l'exhaustivité des enregistrements comptables, l'établissement en temps voulu d'informations financières ou comptables fiables. À titre d'illustration, une séparation des tâches appropriée réduit la probabilité que les erreurs intentionnelles ou accidentelles ne soient pas détectées en prévoyant un traitement distinct par différentes personnes
à plusieurs stades de l'opération, ainsi que des vérifications indépendantes du travail effectué. Un employé ou un groupe d'employés ne doit pas être en mesure de dissimuler dans le cours normal de leur fonction des erreurs ou des irrégularités qu'ils auraient commises. Les principales fonctions incompatibles qu'il faut séparer sont, pour une dépense, son initiation, son autorisation, la réception de l'actif acquis, sa comptabilisation et son règlement. Le plan comptable général stipule que l'organisation du système de traitement doit assurer la permanence du chemin de révision, c'est-à-dire permettre de reconstituer à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées les éléments des comptes, états et enregistrements soumis à la vérification, ou à partir de ces comptes, états et renseignements de retrouver ces données et les pièces justificatives. Ce principe a été repris par l'administration fiscale avec la notion de piste d'audit. Grâce à ce chemin de révision, il est notamment possible d'examiner la validité d'un enregistrement élémentaire en le comparant à la pièce justificative de base ou récapitulative. Un document décrivant les procédures et l'organisation comptable est établi par le commerçant dès lors que ce document est nécessaire à la compréhension du système de traitement et à la réalisation du contrôle. La pièce justificative est au cœur de ces notions de chemin de révision et de piste d'audit, car tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée, ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie. Chaque écriture s'appuie donc sur une pièce justificative datée, établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis. Une pièce justificative peut émaner d'un tiers, facture, acte notarié, remise de chèque, virement, relevé bancaire, ou être d'origine interne, double des factures de vente ou de bulletin de paie, état de l'inventaire des stocks. Ces pièces sont enregistrées avec une référence unique permettant d'assurer le chemin de révision ou la piste d'audit. Par sa comptabilisation dans le système d'information de l'entité, la pièce justificative est affectée dans un compte selon le plan de compte de l'entreprise qui est nécessairement conforme au plan comptable général. On parle alors d'imputation comptable. Mal imputer une pièce comptable, c'est risquer de régler un fournisseur plutôt qu'un autre, de relancer à tort un client qui a déjà réglé, de fausser l'analyse des comptes de charges et de produits. C'est aussi risqué d'avoir à faire le travail deux fois, car une erreur détectée doit être corrigée. Bref, ce qui est bien fait n'est plus à faire. Voilà pour les dispositions générales qui permettent de contextualiser l'organisation et la technique comptable proprement dite, que nous allons maintenant présenter. Deuxième item, l'organisation comptable. Selon le Code de commerce, tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, appelé aussi journal général, sur lequel doivent être enregistrés de manière chronologique tous les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise. Il doit aussi tenir un grand livre. En pratique, les entreprises utilisent des journaux auxiliaires, le journal général ne reprenant alors que la centralisation mensuelle des écritures portées sur ces journaux divisionnaires. L'entreprise peut ouvrir autant de journaux auxiliaires qu'elle le souhaite, comme par exemple les journaux suivants. Achat, code AC, pour enregistrer les achats effectués auprès des tiers. Vente, code VT, pour enregistrer les ventes effectuées auprès des tiers. Paye, code PA, pour enregistrer les salaires. Banque, code BQ, pour enregistrer les flux bancaires. Opérations diverses, code OD, pour enregistrer les autres opérations. Le journal est donc le point d'entrée de toute donnée comptable et on y saisit à minima la date, le numéro et l'intitulé du compte concerné, le libellé ou objet de l'écriture, le numéro de pièce pour assurer le chemin de révision et les montants au débit ou au crédit. Cela permet une certaine traçabilité des écritures. Une écriture comptable comprend au minimum 2 lignes, car selon le principe de la partie double, chaque fois qu'un compte est débité, un autre doit être crédité. Voici un exemple de journal dont le total de 10 144 € sera automatiquement reporté au journal général. Il s'agit d'un journal d'achat pour le mois de janvier. Il y a 8 écritures, chacune d'entre elles étant équilibrée car débit égale crédit. Le numéro de pièce est un numéro séquentiel attribué automatiquement par le système, ce qui permet de s'assurer de l'exhaustivité des écritures, c'est-à-dire qu'aucune d'entre elles n'a été supprimée.
Le numéro de document est le numéro qui figure sur la pièce comptable, ce qui permet d'assurer le chemin de révision, mais aussi d'éviter de saisir 2 fois la même facture, car le système dispose d'un contrôle des doublons. On peut constater qu'il n'y a de compte auxiliaire que pour les comptes généraux fournisseurs. Si on interroge le solde du compte général 401 fournisseurs, on aura la position de tous les fournisseurs de l'entreprise. Si on interroge le solde d'un compte auxiliaire particulier, on n'aura que le solde de ce fournisseur. Sur le grand livre sont portées les écritures des journaux, ventilées selon le plan de compte de l'entreprise. Le grand livre est l'ensemble des comptes de l'entreprise, chacun des comptes étant, dans un environnement informatisé, alimenté automatiquement par le journal par lequel a été passée l'écriture. Pour un compte donné, se caractérisant par son numéro et son intitulé, on retrouvera à minima la date de l'écriture, le journal d'origine, le libellé de l'écriture, le numéro des pièces et les débits et crédits mouvementés. Il se présente schématiquement par un T. Débit conventionnellement à gauche, crédit conventionnellement à droite. On dira que le compte présente un solde débiteur si le total des débits est supérieur au total des crédits, et créditeur si le total des crédits est supérieur au total des débits. Le plan de compte de l'entreprise doit obligatoirement respecter la codification prévue par le plan comptable, les comptes étant regroupés en classes. De 1 à 5 pour les comptes de bilan, classe 1 capitaux, classe 2 immobilisation, classe 3 stock et en cours, classe 4 tiers, clients, fournisseurs personnels, organismes sociaux, État, classe 5 financier. 6 et 7 pour les comptes du compte de résultat, dit compte de gestion. Classe 6 charges, classe 7 produits. Ces comptes sont dits généraux. Pour les tiers, en classe 4, des comptes auxiliaires sont ouverts et rattachés à un compte général pour en assurer un suivi individuel. Par exemple, le compte général 401 fournisseurs sera auxiliarisé en autant de sous-comptes pour suivre individuellement chacun des fournisseurs avec qui l'entreprise traite. Il en est de même pour le compte 411 clients. Attardons-nous sur le détail de chacune des classes de comptes. Dans la partie gauche de la diapositive, les comptes de bilan, parmi lesquels classe 1, 10 capital et réserves, 16 emprunts et dettes. Classe 2, 21 immobilisation corporelle, 26 titres de participation. Classe 3, 37 stocks de marchandises. Classe 4, 40 fournisseurs, 41 clients, 42 personnels, 43 organismes sociaux, 44 États. Classe 5, 51 banques, 53 caisses. Dans la partie droite de la diapositive, les comptes de gestion, et qui sont classés par nature de charge ou produit. Classe 6, 60 achats, 64 charges de personnel, 68 dotations aux amortissements et provisions. Classe 7, 70 ventes, 76 produits financiers. La codification officielle est en réalité beaucoup plus détaillée et peut aller jusqu'à 5 ou 6 caractères. L'entreprise peut évidemment utiliser des comptes avec plus de caractères dans la mesure où les premiers sont conformes à la réglementation. Par exemple, dans la famille 10 capital et réserve, il y a entre autres les comptes 101 capital social et 106 réserve. Dans la séquence sur les états financiers sociaux, nous avons vu que ce qui sous-tend la logique des états financiers est l'égalité emploi égale ressources. Cette équation est assez intuitive car chaque fois que je veux effectuer une dépense, il me faut une ressource pour la financer ou l'obtenir. Cette ressource peut être interne à l'entité ou externe. Par exemple, si je veux acheter un véhicule, mon emploi, il me faut une ressource. Cette ressource peut être interne car je dispose de la trésorerie suffisante ou externe car je vais recourir à un emprunt bancaire. On l'a dit, la technique comptable s'appuie sur un système dit de la partie double. C'est-à-dire que chaque fois qu'un ou plusieurs comptes sont débités, un ou plusieurs comptes sont crédités. Pour chaque écriture, on doit vérifier que le total des débits est égal au total des crédits. Pourquoi cette technique de la partie double ? Dans une comptabilité simple, on enregistre uniquement les recettes et les dépenses, ce qui ne peut nous donner qu'un solde en monnaie. C'est ce que nous pouvons faire pour de petites structures associatives, la différence entre les recettes et les dépenses correspondant exactement au solde du relevé bancaire. Mais dès l'instant où l'on introduit la notion de crédit, avec des créances et des dettes, le système simple ne suffit plus.
Dès lors que je vends un crédit des marchandises à l'un de mes clients, je dois temporairement indiquer ma créance dans un compte spécifique, puis éteindre cette créance par le règlement correspondant. De même, si l'on veut suivre la liste des biens possédés et avoir un compte de gestion pour un exercice comptable, un système en partie double devient nécessaire. Toujours dans cette séquence sur les états financiers sociaux, nous avions vu que le résultat qui apparaît au passif du bilan est toujours et par construction identique à celui qui apparaît au pied du compte de résultat sur la ligne résultat net comptable. Le schéma de la partie basse de la diapositive part de cette égalité. Le résultat du bilan est la différence entre les biens et les dettes de toute nature, y compris celles vis-à-vis des associés. Le résultat du compte de résultat est la différence entre les produits et les charges. Je peux donc dire que bien moins dettes égale produit moins charges. En permutant les dettes et charges, j'obtiens l'égalité bien plus charges égale dette plus produit, ce qui me ramène à l'égalité emploi égale ressources, car les emplois sont des biens ou des charges et les ressources des dettes ou des produits. Les emplois et les ressources sont ainsi des notions que l'on retrouve à la fois au bilan et au compte de résultat. Au bilan, les actifs sont des emplois et les passifs des ressources. Au compte de résultat, les charges sont des emplois et les produits des ressources. Autrement dit, les emplois peuvent être des actifs ou des charges et les ressources des passifs ou des produits. Pour positionner les emplois et ressources soit au bilan soit au compte de résultat, il faut se poser la question de savoir s'ils sont temporaires ou définitifs. La notion de temporaire est liée au bilan et suppose que l'emploi ou la ressource concernée aura tôt ou tard vocation à être transformée. Ainsi, une immobilisation pourra être réalisée, un stock cédé ou utilisé, une créance encaissée, la trésorerie utilisée, les capitaux propres pourront, à un horizon plus ou moins lointain, être répartis aux associés, et une dette sera nécessairement remboursée. La notion de définitif est liée au compte de résultat et implique que l'emploi ou la ressource ne pourra plus être transformé. Ainsi, le chiffre d'affaires est définitif car on ne pourra pas facturer deux fois une même prestation ou une même marchandise qu'il a déjà été. Les charges, comme le loyer ou les salaires, sont définitivement attachées à une période antérieure durant laquelle les locaux ont été utilisés et les salariés ont travaillé. Jusqu'à présent, je vous ai dit que par convention, au bilan, l'actif est à gauche et le passif à droite. Le compte de résultat, lorsqu'il est sous forme de tableau, présente les charges à gauche et les produits à droite. Le compte présente les débits à gauche et les crédits à droite. Mais ces conventions obéissent à cette logique comptable résumée dans cette diapositive. Cette présentation universelle en T s'applique à chaque niveau. Au compte, niveau d'imputation de base des flux comptables via le journal, au bilan qui reprend les emplois et ressources temporaires, et au compte de résultat qui reprend les emplois et ressources définitives. La lecture de ce schéma se fait de bas en haut. Les emplois sont des charges ou des actifs qui augmentent au débit. Ils diminuent donc au crédit. Les ressources sont des produits ou des passifs qui augmentent au crédit. Ils diminuent donc au débit. Voilà la technique comptable au résumé à sa plus simple expression. Lorsque le flux comptable a pour effet d'augmenter un emploi, je débite le compte d'emploi concerné. Je le crédite lorsque l'emploi diminue. Lorsque le flux comptable a pour effet d'augmenter une ressource, je crédite le compte de ressources concerné. Je le débite lorsque la ressource diminue. Mais pour espérer s'approprier cette technique, il faut s'affranchir de la connotation associée au terme utilisé. Débit, crédit, augmentation, diminution. Dans le langage courant, l'expression « mettre cela au crédit de quelqu'un » a une connotation positive. A l'inverse, quand on parle de débit, cela peut avoir une connotation péjorative. En comptabilité, les termes n'ont pas d'odeur, mais seulement une signification précise, comme dans d'autres domaines. Le vocabulaire marin, par exemple, ne retient pas les termes gauche-droite ou corde, mais dispose d'un vocabulaire à usage unique, comme bâbord, tribord, drisse, haussière, etc. Dans la partie basse de la diapositive est présentée une autre méthode qui est plus à moyen mémotechnique et qui part des deux postulats suivants. Si l'emploi ou la ressource augmente, je mets un plus. S'il diminue, je mets un moins. J'attribue un plus à un emploi
et un moins à une ressource, et donc par assimilation un plus à un débit et un moins à un crédit. Arrêtons-nous une seconde sur ce second postulat qui provient de l'histoire de la comptabilité. Dans le dictionnaire Littré, on trouve les définitions suivantes de débit et crédit qui font référence aux emplois et ressources. Débit, partie d'un compte où l'on porte ce qui a été fourni à quelqu'un. Le tiers avec qui je suis en affaires me doit, c'est-à-dire que la créance augmente le patrimoine de l'entité, d'où un débit associé à positif. Crédit, confiance en la solvabilité. Le crédit est l'âme du commerce et un délai que le créancier accorde à son débiteur. Le tiers avec qui je traite en affaires me fait confiance, c'est-à-dire que la dette diminuera le patrimoine de l'entité, d'où un crédit associé à négatif. Pour le bilan de la société, les débits sont donc à l'origine des créances sur les tiers et les crédits des dettes envers les tiers. Puis, par extension, au bilan, les débits représentent tous les actifs et les crédits tous les passifs. Au compte de résultat, un bénéfice réalisé par la société est une dette vis-à-vis de l'actionnaire, donc un montant créditeur. Ainsi, les produits sont des crédits et les charges des débits. C'est la raison pour laquelle, dans certains logiciels qui ne présentent les soldes des comptes que sur une seule colonne et non pas en deux colonnes, débit et crédit, les débits sont positifs et les crédits négatifs. Donc, pour en revenir à ce moyen mémotechnique, je débite si le produit des plus ou moins donne plus, et je crédite si ce produit donne moins. Je débite plus un compte si le flux à comptabiliser conduit à augmenter plus un emploi plus, ou diminuer moins une ressource moins. Je crédite moins un compte si le flux à comptabiliser conduit à augmenter plus une ressource moins, ou bien à diminuer moins un emploi plus. Maintenant, superposons le plan de compte à ces notions d'emploi-ressources. Cette diapositive ne reprend que les comptes de bilan, c'est-à-dire ceux des classes 1 à 5. Les emplois étant associés à débit et les ressources à crédit, la règle est que l'actif et les charges regroupent les comptes débiteurs, le passif et les produits les comptes créditeurs. Il y a cependant quelques exceptions pour des raisons de présentation, comme les comptes d'amortissement ou de dépréciation d'actifs qui sont créditeurs sans pour autant être positionnés au passif, mais à l'actif soustractif. La notion de sens naturel indique le sens, débiteur ou créditeur, où l'on s'attend à voir le solde du compte. Ainsi, par exemple, le solde du compte 41 clients est naturellement débiteur car l'entreprise a une créance sur son client. Mais il peut, dans certaines situations, à justifier, être créditeur. En revanche, certains comptes ne peuvent avoir qu'un solde soit débiteur, soit créditeur. Le résultat de l'exercice apparaissant au passif du bilan n'est pas le solde du compte 12, lequel est généré à l'ouverture de l'exercice par la procédure de clôture des comptes, puis soldé par l'affectation du résultat lors de l'Assemblée générale ordinaire. Il est obtenu par différence entre les soldes des comptes de classe 1 à 5 et est positionné au passif. Il y a une certaine logique dans la codification des comptes. Un 9 placé en troisième position indique un sens contraire au sens naturel, comme par exemple les comptes 109, 119, 139, 409, 419, 519. Un 8 placé en troisième position indique une régularisation pour le compte concerné. 408, 418, 428, 438, 448, 468, 518. Un 8 en deuxième position pour la classe 2 indique un compte d'amortissement. Un 9 en deuxième position indique un compte de dépréciation d'actifs. 29, 39, 49, 59. Dans la séquence sur les états financiers sociaux, nous avons vu que le résultat net comptable est l'addition de différents niveaux de résultats intermédiaires, les résultats d'exploitation, financiers, exceptionnels, desquels on retranche la participation des salariés et l'impôt société. Le tableau de cette diapositive indique le rattachement des rubriques des comptes de gestion par rapport à ces niveaux de résultats. Là encore, il y a une certaine logique dans la codification, car le 6 en deuxième position est attribué aux résultats financiers, 66, 76. Le 7 en deuxième position est attribué aux résultats exceptionnels, 67,
et 77. Pour les comptes 68 et 78, le troisième caractère indique le niveau du résultat impacté. 1 pour le résultat d'exploitation, 6 pour le résultat financier et 7 pour le résultat exceptionnel. Un 9 placé en troisième position indique un sens contraire au sens naturel, comme par exemple les comptes 609 et 709. Prenons 3 exemples. Premier exemple, déblocage d'un emprunt accordé par la banque. J'utilise un journal de banque. Le compte 164 emprunt est un compte de ressources temporaires car son sens naturel est créditeur au passif. Cette ressource augmente, donc je crédite ce compte. Avec la règle des signes, j'augmente plus un compte de ressources moins, donc plus multiplié par moins donne moins, et je crédite le compte. Le compte 512 banque est un compte d'emploi temporaire, car son sens naturel est débiteur à l'actif. Cet emploi augmente, donc je débite ce compte. Avec la règle des signes, j'augmente plus un compte d'emploi plus, donc plus multiplié par plus donne plus, et je débite le compte. Deuxième exemple, achat de marchandises. J'utilise un journal d'achat, quand bien même mon achat se ferait avec règlement comptant. Lors du règlement de mon fournisseur, j'utiliserai alors un journal de banque. Ma ressource temporaire est constituée du crédit accordé par mon fournisseur. Elle augmente, donc je crédite le compte 401 fournisseur, dont le sens naturel est créditeur au passif. Avec la règle des signes, j'augmente plus une ressource moins, donc plus multiplié par moins donne moins, donc je crédite. En contrepartie, j'ai 2 emplois qui augmentent. Un emploi temporaire de 2 sur le trésor public, correspondant à la TVA déductible, qui me sera remboursé, et un emploi définitif de 10, correspondant à mon achat de marchandises. Je débite donc les comptes 44,56 TVA déductible pour 2 et 607 achat de marchandises pour 10. Avec la règle des signes, j'augmente plus un emploi plus, donc plus multiplié par plus donne plus, ce qui fait que je débite un compte de bilan pour l'emploi temporaire et un compte de gestion pour l'emploi définitif. Troisième exemple, vente de marchandises. J'utilise un journal de vente, quand bien même ma vente se ferait avec un règlement comptant. Lors de l'encaissement du client, j'utiliserai un journal de banque. La première ressource est définitive car constituée par le chiffre d'affaires induit par la vente. Elle augmente, donc je crédite le compte 707 vente de marchandises dont le sens naturel est créditeur au compte de résultat. Avec la règle des signes, j'augmente plus une ressource moins, donc plus multiplié par moins donne moins, donc je crédite. La seconde ressource est temporaire car correspondant au délai accordé par le Trésor public pour lui reverser la TVA que je collecte pour son compte, soit 3. Je ne lui reverserai que la différence avec la TVA déductible de 2, soit un versement final de 3 moins 2 égale 1. Avec la règle des signes, j'augmente plus une ressource temporaire moins, ce qui me donne moins, donc je crédite. En contrepartie de ces ressources, j'ai un emploi temporaire constitué par la créance de 12 que j'ai sur mon client. Avec la règle des signes, j'augmente plus un emploi plus, donc plus multiplié par plus donne plus, ce qui fait que je débite le compte 411 clients, dont le sens naturel est débiteur à l'actif. Prenons un dernier exemple traité sur un logiciel comptable. Il s'agit de traduire en comptabilité l'engagement pris par les associés de souscrire au capital de 50, puis le dépôt en banque des fonds. Les diapositives se décomposent en 3 parties. En haut à gauche, les journaux pour les 2 écritures à passer. La constatation de l'engagement des associés par un journal d'opérations diverses. Je constate l'augmentation de la ressource temporaire au crédit du compte 101 capital et la créance de la société au débit du compte courant des associés en débitant le compte 456 associé. Le dépôt des fonds à la banque par un journal de banque en débitant le compte 512 banque et en diminuant au crédit l'emploi temporaire de la créance sur les associés. En bas à gauche, le grand livre. Cet extrait ne reprend que les comptes mouvementés par les écritures que l'on retrouve avec les lettres A, B et C. Dans le compte,
on retrouve bien les dates et journaux d'origine, ici surlignés en jaune. La balance générale, à droite de l'écran, reprend les seuls totaux des comptes indiqués dans le grand livre. Cette balance générale est un état très utilisé car elle synthétise les totaux des mouvements et soldes des comptes. Ici, il s'agit d'une balance dite générale car elle ne reprend que les comptes généraux. Il existe des balances dites auxiliaires qui reprennent les comptes auxiliaires, fournisseurs ou clients. Je vous propose maintenant une autre méthode illustrant la technique comptable. Même si elle obéit à une logique implacable, la technique comptable n'est pas évidente à assimiler. À la suite des différentes interrogations d'étudiants, je me suis rendu compte que certains n'assimilaient les emplois qu'à des débits et les ressources qu'à des crédits. Je propose donc la méthode imagée suivante, qui peut paraître farfelue, mais qui a fait ses preuves auprès de certains. Contrairement à ce qui se passe sur la route, sur laquelle les vélos et bus évoluent d'une façon autonome les uns par rapport aux autres, les emplois et ressources sont au contraire dépendants les uns des autres, du fait de la partie double. Dans le couloir des débits, des emplois augmentent ou des ressources diminuent. Dans le couloir des crédits, des ressources augmentent ou des emplois diminuent. Mais le sens de l'évolution des uns conditionne le sens de l'évolution des autres, comme le montre le schéma de la diapositive suivante. L'écriture impacte à la fois un emploi et une ressource. Alors, soit les deux augmentent, comme l'indique la première écriture, soit les deux diminuent, comme l'indique la deuxième écriture. L'écriture impacte deux emplois, alors ils évoluent dans des sens opposés, comme l'indique la troisième écriture. Deux ressources, alors ils évoluent aussi dans des sens opposés, comme l'indique la quatrième écriture. Prenez le temps de regarder et comprendre les exemples adossés à chacun des quatre schémas, avant de regarder le troisième item qui présente des schémas comptables applicables dans diverses situations. Nous avons vu qu'il fallait faire l'inventaire des actifs et passifs au moins une fois tous les 12 mois. C'est à la date de clôture que cet inventaire est fait. Le choix de cette date reste libre, mais majoritairement, il s'agit du 31 décembre. Idéalement, on la place en fin de saison, en cas d'activité saisonnière, car non seulement c'est à cette date qu'on a le plus de temps pour les travaux administratifs, mais c'est surtout à ce moment-là que le besoin en fonds de roulement est à son minimum. Pour passer d'un exercice à l'autre, il y a un traitement informatique qui va solder tous les comptes 6 et 7 de charges et produits dans ce fameux compte 12, résultat de l'exercice. À l'ouverture du nouvel exercice, un journal à nouveau est automatiquement créé par le système avec les seuls comptes de bilan des classes 1 à 5. Bien qu'il n'y ait plus les comptes 6 et 7 de charges et produits, la balance générale a un solde nul car les totaux des débits égalent ceux des crédits du fait de la présence de ce compte 12, résultat de l'exercice, sous-entendu de l'exercice précédent. Cela fait à nouveau ressortir que le bilan indique la situation patrimoniale de l'entité depuis son origine et le compte de résultat est un indicateur d'une seule période. Item 3, les schémas comptables. Avant d'aborder les schémas comptables, rappelons deux points essentiels. 1. Le principe de la partie double induit que chaque fois qu'un ou plusieurs comptes sont débités, un ou plusieurs autres comptes sont crédités. C'est la raison pour laquelle le total des débits est égal au total des crédits et que le solde de la balance générale est toujours nul. 2. Du point de vue de l'enregistrement des opérations, il faut nécessairement raisonner en deux étapes. Constater dans un premier temps le ou les flux dits réels, puis dans un second temps, constater les flux financiers. Cette distinction des flux est fondamentale pour respecter les dispositions réglementaires comptables et fiscales. Cela permet d'enregistrer les opérations indépendamment de leur encaissement ou décaissement dans le cadre d'une comptabilité dite d'engagement. Les schémas d'écriture proposés concernent les écritures dites courantes, c'est-à-dire celles passées chronologiquement tout au long de l'exercice comptable, et les écritures d'inventaire, c'est-à-dire celles passées lors de la clôture de l'exercice concernant les régularisations de charges et produits, les amortissements, dépréciations et provisions. À chaque situation, un document justificatif, un journal spécifique et un schéma. Les diapositives suivantes présenteront
des modèles d'écriture pour des écritures courantes, enregistrement d'une dépense, d'un produit, d'un décaissement en faveur d'un tiers et d'un encaissement provenant d'un tiers. Des écritures d'inventaire, régularisation de charges et produits, constatation des stocks, amortissement, dépréciation et provision. Nous ne verrons pas dans le détail l'ensemble de ces schémas. Pour l'application de la règle des signes, le premier plus ou moins sera pour l'augmentation ou la diminution et le second pour emploi-ressources. Le compte sera débité si on obtient plus et crédité si on obtient moins. Pour les couples, le premier terme correspond au débit et le second au crédit. Enregistrement d'une dépense. La logique est identique à chaque fois. On a un couple dépense-dette. Donc je rappelle que dépense au débit, dette au crédit, même si la dépense est effectuée par un règlement comptant. Les dépenses comptabilisées directement par un journal de banque doivent rester exceptionnelles pour les raisons exposées supra. L'entreprise a engagé une dépense qu'elle considère être une charge. Pour l'enregistrement comptable, la pièce justificative est la facture reçue du fournisseur qui sera comptabilisée par un journal d'achat. Je constate l'augmentation de ma ressource temporaire en créditant le compte 401 fournisseur du montant TTC. Plus fois moins égale moins. Je constate l'augmentation de 2 emplois, l'un définitif en débitant un compte 60, 61 ou 62 pour le montant hors taxe selon la nature de ma charge, et l'autre temporaire qui consiste en une créance sur le trésor public de la TVA déductible. Plus fois plus égale plus. Si la dépense avait consisté en une immobilisation, le schéma aurait été strictement identique, à l'exception du compte du premier emploi, qui n'étant plus définitif mais temporaire, serait imputé dans un compte de classe 2. Les autres schémas obéissent à la même logique avec une particularité pour les salaires. La pièce justificative est constituée par un document interne, le récapitulatif de paye et des charges sociales. On constate l'augmentation de la ressource temporaire en créditant les comptes 421 personnels du montant net à verser aux salariés et 43 organismes sociaux par le total des charges salariales et patronales. Plus fois moins égale moins. L'augmentation des emplois définitifs par le débit des comptes 641 salaires bruts qui inclut les charges salariales et 645 cotisations patronales. Plus fois plus égale plus. Enregistrement d'un produit. La situation est inverse à la précédente. Pour l'enregistrement d'un produit, j'utilise un journal de vente et la pièce justificative et la facture émise auprès du client. Je constate l'augmentation de 2 ressources, l'une définitive en créditant le compte 70 ventes pour le montant hors taxe et l'autre temporaire en créditant le compte 4457 TVA collecté pour le montant de la TVA. Plus fois moins égale moins. Je constate l'augmentation d'un emploi temporaire en débitant le compte 411 clients. Plus fois plus égale plus. Décaissement en faveur d'un tiers. Prenons l'exemple du paiement de la facture fournisseur précédente. J'utilise un journal de banque, le justificatif étant constitué par l'émission du chèque ou du virement. Je constate la diminution de ma ressource temporaire en débitant le compte 401 fournisseur, qui est maintenant soldé. Moins fois moins égale plus. Je constate la diminution d'un emploi temporaire en créditant le compte 512 banque. Moins fois plus égale moins. Encaissement provenant d'un tiers. Prenons l'exemple du règlement de la facture client précédente. J'utilise un journal de banque, le justificatif étant constitué par la remise en banque du chèque ou la réception du virement. Je constate l'augmentation d'un emploi temporaire en débitant le compte 512 banque. Plus fois plus égale plus. Je constate la diminution d'un emploi temporaire en créditant le compte 411, qui est maintenant soldé. Moins fois plus égale moins. Voilà pour les écritures courantes, qui se résument par un couple dépense-dette, constatant le flux réel par un journal d'achat, puis un couple dette-trésorerie, constatant le flux financier. Un couple créance-produit, constatant le flux réel
par un journal de vente, puis un couple trésorerie-créance constatant le flux financier. Dans certaines situations bien spécifiques, il n'y a qu'un flux financier, comme par exemple la mise à disposition d'un emprunt par la banque. Mais les dépenses ou produits qui passeraient directement par la trésorerie constituent a priori une anomalie. Régularisation de charges. Le premier schéma d'écriture d'inventaire, c'est-à-dire qu'on ne passe qu'à la clôture d'un exercice, résulte du principe comptable de spécialisation des exercices. Si par exemple mon exercice comptable se termine le 31 janvier de chaque année, et que début janvier j'ai enregistré dans mon compte 613 loyers, un montant de 90 qui correspond au loyer du premier trimestre, il faudra que je neutralise les loyers post-clôture de la période février et mars, soit 60. En termes anglo-saxons, c'est ce qu'on appelle le cut-off, ou césure en français. On va donc constater l'augmentation d'un emploi temporaire, une sorte de créance sur l'exercice suivant, en débitant pour 60 le compte 486 charges constatées d'avance, qui se trouve au pied de l'actif dans la rubrique régularisation. Plus fois plus égale plus. Puis constater la diminution d'un emploi définitif en créditant le compte 613 loyer. Moins fois plus égale moins. Cette écriture n'ayant de raison d'être que pour la clôture de l'exercice N, elle sera extournée ou contrepassée dès l'ouverture de l'exercice N plus 1, en débitant le compte antérieurement crédité et en créditant celui qui avait été débité. Cette extourne permettra de solder le compte 486 charges constatées d'avance et de remettre en charge en 613 loyers les 60 des mois de février et mars. La constatation d'une facture non parvenue permet de prendre en charge de l'exercice des emplois définitifs à rattacher à cet exercice, mais dont la facture n'a pas encore été émise. C'est le cas par exemple des honoraires comptables ou juridiques relatifs à l'arrêté des comptes. Ces écritures sont à extourner à l'ouverture de l'exercice suivant, lorsque la véritable facture sera comptabilisée. Notez le chiffre 8 en troisième position du compte 408 et en quatrième position du compte 445, qui signifie qu'il s'agit de comptes de régularisation. Régularisation de produits dans la partie haute de la diapositive. Les régularisations de produits fonctionnent de manière symétrique aux régularisations de charges. Le compte 487 produits constatés d'avance se trouve au pied du passif, dans la rubrique régularisation. Constatation des stocks dans la partie basse de la diapositive. Le stock qui apparaît au bilan doit être le stock final, comme précisé dans la séquence sur les états financiers sociaux. Comme tous les comptes de bilan, les comptes de classe 3 sont repris à l'ouverture de l'exercice suivant. On extourne le stock initial de l'exercice en cours, qui était le stock final de l'exercice précédent, en créditant le compte de classe 3. Moins fois plus égale moins. Et en débitant un compte 603 ou 713, variation de stock. Plus fois plus égale plus. Ce qui permet de passer en charge ce qui était en stock. Puis on constate le stock final en débitant le compte de classe 3, plus fois plus égale plus, par le crédit du compte 603 ou 713, variation de stock, moins fois plus égale moins, ce qui permet de passer un produit. La charge nette de l'exercice sera donc constatée dans le compte 603 ou 713, variation de stock, qui ne reflète la variation de stock que quand les deux écritures d'extourne du stock initial et de constatation du stock final ont été passées. Immobilisation. L'enregistrement d'immobilisation fait partie des écritures courantes. La constatation de l'amortissement est une écriture d'inventaire sans extourne, car cet amortissement représente la perte de la valeur réelle de l'immobilisation. On constate cette usure par l'augmentation d'un emploi définitif en débitant un compte 681 de dotation aux amortissements, plus fois plus égale plus, la contrepartie étant la diminution d'un emploi temporaire en créditant un compte 28 amortissement, moins fois plus égale moins. Notez qu'on parle de dotations aux amortissements pour la seule part concernant l'exercice comptable, déterminée à partir du plan d'amortissement lors de l'entrée du bien dans le patrimoine de l'entité, et simplement
d'amortissement à l'actif soustractif qui représente le cumul des dotations depuis la mise en service du bien. L'amortissement dérogatoire fait partie des provisions réglementées au passif et permet de concilier les dispositions comptables et fiscales en matière d'amortissement. Dépréciation et provision. Du point de vue comptable, une dépréciation ne concerne qu'un actif. Le traitement comptable est identique à celui de l'amortissement, la différence étant que la dépréciation n'est jamais définitive et sera tôt ou tard reprise en résultat. Je constate un risque par le débit d'un compte de charge plus fois plus égale plus et viens corriger à la baisse un emploi temporaire de l'actif, moins fois plus égale moins. La provision se situe au passif et permet de faire face à un risque. Comme la dépréciation, elle sera tôt ou tard reprise en résultat. Je constate un risque par le débit d'un compte de charge, plus fois plus égale plus, et une ressource temporaire en créditant un compte. 15 provisions pour risque. Plus fois moins égale moins. Point d'étape. Et si la technique comptable ne se résumait qu'avec un simple T? T comme tableau, avec des emplois et des ressources, au bilan des emplois et ressources temporaires et au compte de résultat, les définitifs. T comme cette présentation universelle qui convient à tous les niveaux, le compte, le bilan et le compte de résultat, et qui nous dit que les emplois sont des actifs ou des charges qui augmentent au débit, ils diminuent donc au crédit. Les ressources sont des passifs ou des produits qui augmentent au crédit, ils diminuent donc au débit. C'est incroyablement basique et logique. Les comptables sont des gens formidables. Pour terminer, un QCM de 15 questions. Appuyez sur pause pour ne pas passer à la diapositive suivante sur laquelle vous trouverez les réponses. À vous de jouer. 1. Vrai, c'est l'objet même du principe de prudence. 2. Vrai, il sera débiteur si le total des débits est supérieur au total des crédits. 3. Vrai, ils augmentent au débit, donc diminuent au crédit. Pour les ressources qui sont des passifs ou des produits, elles augmentent au crédit et diminuent au débit. 4. Faux, car la remise d'un chèque est un emploi qui augmente, donc le compte banque est débité. Sur les relevés bancaires, les sommes apparaissent au crédit, car pour les banques, il s'agit d'une ressource apportée par un fournisseur d'argent. 5. Vrai, le principe de la partie double induit que chaque fois qu'on débite un compte, on en crédite un autre. Le total des débits égale par construction le total des crédits. 6. Faux, car cela signifierait que l'entreprise a plus sorti d'argent de sa caisse qu'elle en a officiellement fait rentrer. Si la dépense qui a fait passer la caisse créditrice a pu avoir lieu, c'est que certaines recettes ne sont pas comptabilisées, ce qui pourrait être une présomption de rejet de comptabilité par l'administration. La caisse n'est pas une planche à billets. 7. Faux, car elle ne reprend que les comptes de bilan, c'est-à-dire les classes 1 à 5. Lors de la clôture des comptes, les comptes 6 et 7 de charges et produits ont été soldés dans le compte 120 résultats de l'exercice, qui représente ainsi le résultat de l'exercice précédent et qui sera affecté par la GO dans les 6 mois de la clôture. 8. Vrai, le salaire brut inclut les charges sociales précomptées aux salariés. Au débit du 645 charges sociales, on ne comptabilise donc que les charges patronales. En contrepartie, on comptabilise au crédit du 421 rémunération due que les salaires nets, ce qui fait qu'au crédit du 43 organismes sociaux, on comptabilise les charges salariales et patronales. 9. Vrai, c'est le point d'entrée de toute donnée dans le système comptable. L'entreprise peut créer autant de journaux divisionnaires ou auxiliaires qu'elle le souhaite, selon la nature de ses opérations. Achat, vente, trésorerie, paye, dotation, aux amortissements, opérations diverses. 10. Faux. Les dotations aux amortissements reflètent l'usure réelle du bien, qui est donc supposé être définitivement consommé au fil du temps. Le terme dotation aux amortissements indique le flux de l'année qui passe par le compte de résultat, et le terme amortissement, qui figure à l'actif soustractif, représente le cumul des dotations depuis la mise en service du bien. 11. Faux. Le solde de la balance générale est toujours nul car il reprend tous les comptes de la classe 1 à 7 qui ont été mouvementés selon le principe de la partie double. Si on veut avoir le résultat de l'exercice à partir de la balance, il faut soit l'éditer pour les seuls comptes de bilan, classe 1 à 5,
ou des seuls comptes de gestion classe 6 et 7. On obtiendra alors les mêmes montants, mais de signes contraires puisque le solde de la balance est nul. 12. Faux. Les écritures sont enregistrées chronologiquement selon le principe comptable de la partie double et de la comptabilité d'engagement, indépendamment des dates de décaissement ou d'encaissement. 13. Faux. Les comptes 28 amortissements sont toujours créditeurs et sont inscrits en actifs soustractifs. 14. Vrai. La plupart des logiciels présentent des états de restitution avec 2 colonnes, une pour les soldes débiteurs et une pour les soldes créditeurs. Dans certains, il n'y a qu'une colonne et pour distinguer les soldes, les débits sont positifs et les crédits négatifs. 15. Faux. C'est même une présomption de mauvaise comptabilité ou de défaut de contrôle interne. Il faut toujours distinguer le flux réel qui passe par un journal d'achat, puis le flux financier qui utilise un journal de trésorerie. Cela peut cependant arriver pour de petits montants, mais cela doit rester marginal et bien encadré. À bientôt sur Bref de compte, l'espace dédié aux comptes et nouvelles de comptabilité. Contact brefdecompte@laposte.net